ce virus Ebola. Elle va donc concerner beaucoup de structures. C'est le cas donc du SNEPS à travers une caravane qui a sillonné notamment Pékin avec des haltes au marché syndicat et au beau maraîcher. Oumar Diaw. À travers une stratégie de proximité, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé cherche à aller partout au Sénégal pour sensibiliser les populations. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a entrepris des activités de sensibilisation, lesquelles activités nous ont conduit successivement à Kédougou, Tamba, Kaolack, Diourbel, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Nous avons démarré ces activités au niveau de Dakar. Après les régions de l'intérieur, c'est maintenant au tour de la capitale d'ouvrir des pistes caravanières pour le SNEPS. Après les cérémonies de mariage, baptême, il faut prendre la précaution de se laver les mains avec de l'eau de javel. Si chacun procédait ainsi, je pense que le virus de l'Ebola serait davantage anéanti. Halte au boutique marché syndicat de Pékin. La plupart des machines qui nous viennent de la Guinée arrivent ici pratiquement tous les jours. C'est pour ça que nous avons ciblé ce marché pour mieux sensibiliser et informer les populations. Syndicat est un marché qui grouille de monde. Vendeurs, acheteurs et badauds s'y croisent des aurores au crépuscule. C'est le genre de point à surveiller. Autre point qui a retenu l'attention des préventionnistes, la nouvelle gare routière. Au beau maraîcher, les agents du SNEPS ont parcouru les différents quais de la gare. Dakar-Conakry est désespérément vide. Officiellement, le trafic est suspendu avec la Guinée, mais les frontières africaines sont des filets troués. Maintenant qu'un cas a été notifié, il faut redoubler de vigilance et accentuer la riposte. C'est mieux que de se donner en spectacle en se trompant d'ennemis. Justement, à propos de ce virus, le meilleur moyen de limiter la propagation est le respect des mesures édictées. Au-delà de l'hygiène, le mode d'acheminement du malade suspecté à l'hôpital et la surveillance des personnes qui ont été en contact avec le malade sont indispensables. Une connaissance des signes et du mode de transmission peut aussi aider au respect de ces mesures. L'infectiologue Daïka revient ici sur tous ces éléments d'information au micro de Oumou Baldé. C'est un virus qui est responsable d'une fièvre hémorragique, comme son nom l'indique. Donc c'est une maladie qui va se manifester par une fièvre, une forte fièvre, mais également il y aura des signes hémorragiques. Les signes de Ebola au début, ça n'a rien de spécifique. Donc ça peut ressembler à tout. Ebola va se plaindre d'une forte fièvre, donc une forte fièvre associée à des céphalées, des myalgies, mais ce sont des douleurs au niveau des muscles et parfois c'est une personne qui va se plaindre de pharyngite, ça veut dire en fait une douleur au niveau de la gorge. Donc vous verrez que c'est autant de signes qui n'ont rien de spécifique et qui peuvent même simuler d'autres maladies infectieuses. Également la personne, il y aura une diarrhée et parfois c'est une diarrhée qui est sanglante, c'est pourquoi on parle de diarrhée rouge en Afrique, donc diarrhée sanglante. Et maintenant à un stade avancé de la maladie, c'est là où on va avoir les signes hémorragiques. Donc ça veut dire que c'est un saignement, peut-être en termes plus compréhensifs, c'est un saignement. Alors un saignement qui peut se manifester au niveau de la bouche, par exemple quelqu'un qui va vomir et dans ces vomissements on va retrouver du sang, c'est ce qu'on appelle hématémèse en médecine. Mais également on peut avoir du sang à travers les narines, donc c'est l'épistaxis. À travers la diarrhée, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est une diarrhée qui est sanglante, qui est rouge. Mais également, on peut avoir d'autres saignements au niveau de la bouche, c'est-à-dire au niveau des dents, au niveau des gencives. C'est ce qu'on appelle les gingivorragies. Donc c'est autant de saignements qu'on retrouve chez ces patients. Et au niveau même cutané, on peut avoir également des saignements sous-cutanés qu'on appelle purpura. Mais retenez que le diagnostic est confirmé par le laboratoire. Il y a une contagiosité qui est très élevée. Surtout la transmission se fait par contact direct. Je pense que le terme de contact direct il est très important. Contact direct avec une personne malade, mais également surtout avec les sécrétions de cette personne, ce qu'on appelle les produits biologiques. Peut-être je vais revenir sur ce terme. Quand on dit produits biologiques, ce sont les vomissures, ça veut dire ce que le patient vomit, c'est le sang, c'est la salive, mais également c'est les selles et les urines. Donc c'est le contact avec ces produits qui favorise la transmission.
Actuellement, ce qui pose le véritable problème par rapport à la maladie, surtout en Guinée et dans les autres pays, quand l'épidémie se maintient, c'est parce qu'il y a un problème de suivi des contacts. Je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui est malade dans une maison, donc qui a Ebola. Donc toutes les personnes qui ont vécu avec cette personne dans la même maison, qui ont partagé les mêmes lits, qui ont eu à manger avec lui, sont ce qu'on appelle les personnes contacts. En fait, ils ne sont pas malades, mais ils sont contacts. Alors ça veut dire, vous recevez ce patient à l'hôpital, donc il faut suivre tous ces contacts. On fait ce qu'on appelle un suivi communautaire. On ne peut pas les hospitaliser, mais on les suit. Ça veut dire qu'on a leur domicile, on a les numéros de téléphone, et chaque jour, on doit aller là-bas pour faire vérifier la température. Parce que ce sont ces personnes contacts qui vont développer la maladie. Bon, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais ce sont ces personnes contacts qu'on doit surveiller, parce que c'est eux qui vont développer la maladie. Je vous ai dit que c'est hautement contagieux. Et il faut vraiment mettre le prélèvement dans un triple emballage. Donc le transport également, il faut vraiment le sécuriser. Donc c'est pourquoi nous avons retenu au Sénégal, c'est le SAMU national donc, qui est équipé parce qu'il y a le personnel qui est formé pour ça. Mais également, ils ont en place des équipements de protection individuelle qui leur permettent de faire certains prélèvements. Donc c'est eux qui vont au niveau du site, ils vont refaire l'interrogatoire, parce que des fois il y a des fausses alertes. Donc ils vont refaire l'interrogatoire, ils vont réexaminer le malade, ils vont faire les prélèvements et maintenant, ils vont amener, si le malade est à domicile, c'est eux qui vont l'amener dans une structure pour l'isoler. Mais ou bien si le malade est déjà dans une structure, on va essayer de voir si dans la structure il y a un lit où on peut isoler le patient et on attend les résultats du prélèvement. Un premier cas importé d'Ebola au Sénégal qui, on l'espère, sera le dernier. Dans la dynamique de la série de visites des services relevant de son département, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime s'est rendu au port autonome de Dakar. Sur place, il s'est entretenu avec les responsables des sociétés de pêche. L'ambition de la tutelle est de les accompagner afin d'améliorer leurs conditions de travail. Aïda Momodou Diop. Il a été question au cours de cette rencontre avec les industriels de pêche de discuter des enjeux liés au secteur. L'industrie de pêche constitue un domaine stratégique de l'économie sénégalaise. Cette visite du ministre entamée à la Société de conserverie en Afrique a été une occasion de réitérer l'engagement de l'État du Sénégal à accompagner ces sociétés de pêche, des sociétés certes privées mais dont la main-d'œuvre est composée en grande partie de Sénégalais. Les étrangers peuvent venir investir chez nous, créer des richesses, créer des emplois. Vous savez que le Sénégal a une balance commerciale à équilibrer. Il nous faut développer l'exportation. Je viens de Corée il n'y a pas longtemps. Vous savez que toute leur stratégie est orientée vers l'exportation. Donc, il faut que le Sénégal fabrique, le Sénégal produit du poisson, ajoute une valeur ajoutée et l'exporte. Dans cette optique, le ministre invite les Sénégalais à investir dans l'industrie de pêche. Pour mieux les accompagner, la tutelle ambitionne de réglementer davantage le secteur. Les quais de pêche seront mieux outillés pour leur permettre de répondre aux normes internationales. Le Sénégal ne peut pas être un îlot isolé. Nous sommes obligés de respecter toutes les normes en matière de salubrité, d'hygiène, de santé. S'il y a un quai qui a des problèmes, ben, il appartient au gouvernement de l'aider à être aux normes et de pouvoir continuer à exister. C'est notre mission également et nous allons nous y atteler également. Sénégal Pêche et la Société de pêche et d'armement sénégalais ont aussi reçu la visite du ministre. Au cours de cette sortie, la tutelle s'est également entretenue avec l'Union patronale des mareyeurs exportateurs du Sénégal. Maître Sidiki Kaba, élu à la tête de l'Assemblée des États partis au statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, plus que de la consécration d'une sentinelle de la partie du monde, cette élection sonne comme une victoire diplomatique à mettre à l'actif du chef de l'État. C'est la première fois en effet qu'un Africain occupe ce poste. Ousmane Garifaï. Le communiqué de la chancellerie qui a rendu public la nouvelle fait état de plébiscite ce jeudi à New York pour le garde des Sceaux. C'est un symbole. Il est à inscrire fondamentalement dans les annales qui consignent les étapes historiques qui jalonnent la trajectoire politico-diplomatique du Sénégal depuis 1960. Si Abdou Diouf a été aux avant-postes de la mise sur pied de la Cour pénale internationale, faisant du Sénégal le premier État indépendant à parapher le document portant création du statut de Rome, Maître Wade, lui, ne s'en est pas moins investi pour amener la CPI à jeter un regard partout où besoin s'affirme et travailler à décoller une étiquette qui déjà fait mal et qui veut que la Cour ne cible que des Africains. Avec l'élection de Maître Sidiki Kaba à la tête de cette prestigieuse institution qu'est l'Assemblée des États partis au statut de Rome, le chef de l'État Macky Sall tient lui aussi son jour historique. Une victoire à mettre à l'actif d'une nouvelle vision de la diplomatie à lui,
à lire à l'aune de 3 axes. D'abord, une diplomatie du bon voisinage. Faut-il rappeler ici que tous les 34 États africains partis au statut de Rome ont voté pour le candidat du Sénégal. Ainsi, par-dessus les calculs d'intérêts propres aux États, il faut y voir le signe de l'excellence des relations que le Sénégal entretient avec le reste du continent. Ensuite, la reconnaissance du mérite, du talent et du profil. Car au-delà de son combat pour un monde de paix, Maître Sidiki Kaba, c'est tout simplement un homme du sérail. Et enfin, cette élection consacre la reconnaissance de la communauté internationale à un pionnier de la justice pénale internationale qui est devenu le Sénégal. En portant cette candidature, Macky Sall a perpétué et consolidé une tradition diplomatique qui a souvent placé le Sénégal à la pointe des combats historiques de l'Afrique et du monde. 13 milliards pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ce sont là les principales conclusions du CRD tenu à Saint-Louis par le ministre de tutelle. Des éléments d'explication dans cette correspondance de Pape Bounatiao. En matière d'hydraulique urbaine, la région de Saint-Louis présente des réalisations importantes. Les branchements, extensions et renouvellements se font à une vitesse croissante dans tous les départements. En AEP, près de 200 forages sont fonctionnels, aussi bien en milieu urbain qu'en zone rurale. À l'échelle de la région, la situation sera améliorée grâce à un projet d'envergure en gestation. On peut retenir en perspective la réalisation de 78 ouvrages pour un montant à peu près de 20 milliards. C'est un programme assez ambitieux qui sera déroulé dans les 2 à 3 ans à venir pour régler définitivement ces questions d'eau, aussi au niveau urbain qu'au niveau rural. Donc, et cela concerne les 3 départements de la région de Saint-Louis. En assainissement également, une enveloppe conséquente sera dégagée pour la remise en œuvre du plan directeur d'assainissement de la région. Les investissements donc, en tout cas, prévus à ce niveau-là, c'est des investissements assez importants. C'est de l'ordre de 11 milliards environ pour la région de Saint-Louis. C'est pour dire que, en tout cas, au niveau du ministère de l'hydraulique, des questions de l'assainissement et des questions aussi liées à l'hydraulique sont vraiment, en tout cas, prises en compte par le ministère sous en tout cas l'instruction de M. le Président de la République. Venus prendre part au CRD, les élus locaux ont relayé les besoins de leurs localités respectives en matière d'accès à l'eau potable et d'assainissement. Le ministre de tutelle a pris bonne note et assuré que des solutions seront trouvées dans le court terme. Le réseau des gestionnaires des ressources humaines en Afrique a tenu sa 3e assemblée générale. C'était pour faire le bilan des 2 années d'exercice des différents pays et de partager les bonnes pratiques pour le développement des ressources humaines en santé. Le compte-rendu de Mam Fatou Fati. Les pays africains sont souvent confrontés à des difficultés liées à la gestion des ressources humaines en santé. C'est pourquoi un réseau de gestionnaires des ressources humaines a été mis en place pour changer la donne. Aujourd'hui, en 2 ans d'exercice, le réseau a acquis des avancées significatives pour le maintien de personnel de santé dans les zones les plus reculées. Nous avons une problématique sur la production des ressources humaines en santé, une problématique sur la distribution, une problématique sur la rétention en zone difficile et une problématique sur la planification. Nous sommes en train d'envisager de faire d'autres études, notamment sur la dotation de l'ensemble des pays d'un instrument informatique de gestion des ressources humaines. Certains pays déjà ont commencé à expérimenter un logiciel qui s'appelle IRIS. Le Japon a accepté la requête du réseau en transformant ce cadre d'échange en un projet formel de coopération de 2014 à 2019. La JICA veut une plus grande autonomie pour le réseau, pour réaliser les projets qui contribuent à résoudre les problèmes en matière de ressources humaines des pays membres. Ceci implique que, toutefois, la gestion de toutes les affaires du réseau par ses membres et demande une implication à part égale de tout. Le Sénégal a mis tout un dispositif en place pour assurer la promotion et la valorisation des ressources humaines. On a déjà élaboré un guide de la mobilité du personnel qui est mis à contribution dans le cadre du réseau. Il y a également des formations qui sont envisagées en ce qui concerne, disons, les personnels de santé, en ce qui concerne dans le domaine de la formation, des infirmiers, des sages-femmes, comment faire pour les maintenir. Au sortir de cette 3e assemblée générale, des recommandations vont être faites pour mieux développer la gestion des ressources humaines dans le domaine de la santé. Un atelier de capitalisation du programme Gouvernance et Paix s'est tenu en Casamance. Le programme entend appuyer le processus durable dans cette partie du Sénégal.
Les efforts de l'État dans ce cadre ont été salués. À Ziguinchor, Abdoul Aziz Ban. Le programme Gouvernance EP a appuyé différents acteurs locaux dans la mise en œuvre d'activités dont l'objectif est de contribuer par le dialogue au retour définitif de la paix en Casamance. L'atelier de restitution des résultats des différentes études a réuni l'ensemble des partenaires pour échanger sur l'approche du programme Gouvernance EP. Ce programme a permis de mobiliser tous les acteurs. Tous les acteurs, à commencer par les élus, les femmes, les jeunes, en tout cas les chefs religieux, tous se sont mobilisés pour aller vers la paix, faire le plaidoyer pour la paix. On a eu des résultats assez significatifs parce que dès après avoir mis en place toutes ces activités, nous avons remarqué que comme par enchantement, en tout cas les collectifs qui étaient en train de dérouler des processus de concertation et de négociation avaient commencé à saisir la plateforme des femmes. Les communications ont porté sur les rapports sur la contribution du programme Gouvernance EP sous l'égide de l'USAID au processus de paix entre 2011 et 2014. Au cours de la rencontre, les efforts de l'État ont été magnifiés. L'État, en tout cas, a essayé autant que possible de respecter ses engagements, a lancé le projet pôle de développement de la Casamance et qui est aujourd'hui une réalité parce que les structures existent, le travail a démarré. Un autre projet important, c'est la réhabilitation de la route numéro 6, autant pour moi. Donc ce travail est en train d'être fait pour désenclaver la région, ce qui permettrait de favoriser faciliterait les activités économiques au niveau de la région de Ziguinchor. La paix et le développement sont des facteurs, sont intimement liés. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de paix sans action concrète de développement. On ne peut pas parler de développement sans la paix. Et aujourd'hui, tous sont conscients de ça. Avec ce programme, la capacité des acteurs locaux a été renforcée en gestion préventive des conflits et en bonne gouvernance. Cet atelier de 2 jours devra impulser la dynamique en vue de la capitalisation et de la pérennisation des résultats. Poser des faux ongles, cils et tatouer, un métier rentable de nos jours. Ceux qui l'exercent en effet se frottent les mains. Même si les clients trouvent leur compte, la sécurité n'est pas toujours assurée. Longtemps pratiquée par les femmes, cette activité constitue aujourd'hui un gagne-pain pour les hommes. C'est un dossier qui porte la signature de Louise Bitza. Il a tout un arsenal pour embellir les femmes. Le métier de pédicure, manicure, Ahmed l'exerce depuis plus de 13 ans et c'est au marché Sandaga qu'il officie. J'ai un ami qui m'a montré ça. Ouais, après j'ai commencé à faire. Vraiment, je suis bien avec mes clientes. Mes clientes, c'est mes amis. Les relations d'amitié avec ses clientes, il en fait un trait d'eau. Son sourire constitue l'une de ses stratégies de marketing. Parce que sama liggéey moo laaj loolu boo toogee ci place boo xam ne da nga soxla ay nit yu la fa fekk. C'est le métier qui l'exige. Il faut être accueillant, souriant et ouvert. bu ñu ñëwee ci yow fekk la yaa ngi fas sa kanam wala yaa ngi ñàngal wala yaa ngi am yeneen comportement duñ la ñeme donc il faut que nga wàcce sa bopp. Son quotidien commence par le nettoyage des ongles, s'ensuit la pose proprement dite. loxo yoo xam ne day poussière du am émail du am vernis dañ koy nettoyer am na wax après ñu dindi tuticule yi peau morte yi. Il y a des ongles qui n'ont pas de vernis. On les nettoie. Au niveau des rebords, on note parfois de la saleté. On nettoie également. Nettoyer ongle bi tache noire yi ci biir parce que sinon day jouer ci émail bi day feeñ. Un bon stratège, il a pris le soin de détailler les prix. Les dessins et les couleurs du vernis sont au choix de la cliente. Un service très bien apprécié. Ça va. Le rapport qualité-prix est bien. Il y a la technique et tout, donc ça va, il a bien fait quand même. En plus les dessins et tout, c'est bien fait. Bon, enfin, quand il travaille, il me parlait en même temps, donc voilà, on parlait, Dans son atelier, différents employés travaillent d'arrache-pied. Cette abondance de la main-d'œuvre explique le montant élevé des recettes journalières. On peut gagner plus de 100 000 par jour. Si on n'avait pas de clients, on peut gagner parfois des pailles, 40 000, 50 000 des fois. Un métier qui marche donc à merveille. Au-delà de la pose des faux ongles, les esthéticiens du moment pratiquent aussi la pose de faux cils. Si tu pratiques ça, tu vas le faire facilement. Où est-ce que tu l'as appris? Je l'ai appris ici. Est-ce que les conditions d'hygiène sont réunies? Non, même pas. Si ñun su fekkee mën nga ko xam nga li ngay def sa amul danger amul benn danger donc kon.
Si on maîtrise bien ce que l'on fait, on saura où placer les cils et la qualité de la colle à utiliser. Même si la pose de faux cils ne se fait pas selon les règles de l'art, les clientes en raffolent. Il n'y a pas de danger. Vous avez l'habitude? Oui, j'ai l'habitude de le faire. Si je ne mets pas des faux cils, je sens qu'il y a quelque chose qui manque sur mon visage. Là, vous avez mis? Oui, je l'ai mis. Comment vous vous sentez? Oh, merveille. Après les ongles et les cils, place à la pédicure. L'hygiène des pieds prend au minimum 25 minutes grâce à un mélange de produits. Pédicure, nous avons le sel marin. Pour la pédicure, on utilise le sel marin, un produit qui soigne les douleurs au niveau des pieds. Et le mélange de shampoing et de carbonate rend la peau lisse. Tant qu'il est métti, shampoing bi bolé ak carbonate bi mom moy noyal sa peau. À l'aide d'une lame, il gratte les pieds pour enlever la peau morte, un exercice qui donne la chair de poule à l'œil nu. Man comme habitué na di wat ak lame cassette. J'ai l'habitude d'utiliser la lame rasoir. C'est ce qui me facilite le travail. Simple. Donc yag na ko def mais musuma ci am problème. Après cette étape, la pédicure se termine par une couche de beurre de karité sur les pieds accompagnée d'un petit massage. Le tatouage, quant à lui, est moins compliqué. Pour le tatouage, on ne pratique pas le vrai, d'autant plus qu'on ne dispose pas du matériel approprié. Au chapitre des difficultés, la violence verbale de certains clients et clientes reste un poids psychologique pour eux. Quel genre d'ongles allez-vous me proposer? Êtes-vous performant? Cependant, chez Ahmed et ses employés, la cliente est une reine, raison pour laquelle ils sont obligés de supporter les humeurs. Il n'y a point de saut métier, ils en sont conscients. À la pédicure et à la manicure, ils s'en donnent à cœur joie et font le bonheur de nombreuses personnes. En Afrique, cette image surréaliste, qui est cependant une réalité, des millions de criquets qui ont envahi les ciels d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Certains quartiers ont été plongés dans l'obscurité. Des millions de criquets défilent en plein centre-ville, du jamais vu. Madagascar est en proie à une invasion depuis plus de 2 ans. Du côté des habitants, cette invasion de criquets inquiète évidemment, mais fait sourire aussi. Peut-être que les criquets veulent aussi faire un coup d'État puisqu'ils arrivent jusqu'au palais présidentiel. On n'a jamais vu ça. C'est coup d'État. Ça c'est coup d'État. On demande aux autorités d'éliminer tous ces criquets, surtout dans les milieux ruraux, parce qu'on n'aura plus de quoi manger s'ils détruisent nos cultures. Surtout que la récolte de riz va bientôt arriver. Pour lutter contre ce fléau, Madagascar est aidé par les Nations Unies. 7 millions d'euros sont encore nécessaires pour mettre fin à ce phénomène et un traitement commencera dès ce vendredi. Vous savez, pour commencer un traitement, il y a des dispositions qu'il faut prendre et ça demande un certain nombre d'heures pour pouvoir mettre les dispositions en place. Et c'est la raison pour laquelle le traitement va pouvoir commencer demain et comme j'ai dit, ceux qui sont arrivés à Tana vont bien sûr se déplacer parce qu'ils ne vont pas rester à Tana. Et une fois qu'ils seront en dehors des agglomérations, ils vont pouvoir être traités. Ce sont les chaleurs récentes qui sont à l'origine de ce passage de criquets. Grâce au traitement qui a commencé l'an dernier, la zone infestée ne couvre désormais que 5000 hectares sur tout le pays. Un tour du monde en bref, au menu, le Proche-Orient, la grève générale en Argentine et l'éruption d'un volcan en Islande. C'est un récit de Hamidi Diop. Le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Khaled Meshal, qui vit en exil à l'étranger, a rejeté ce jeudi toute tentative visant à désarmer ses partisans dans la bande de Gaza, l'une des exigences d'Israël en vue d'un cessez-le-feu à long terme. Un accord de cessez-le-feu est observé depuis mardi entre Israël et les islamistes palestiniens après 50 jours de combat qui ont fait plus de 2000 morts et 70 morts côté israélien. À l'appel de 3 syndicats, l'Argentine connaît sa 2e grève générale depuis le début de l'année. Les cheminots, les chauffeurs de poids lourds, les employés de banque et de transport réclament une hausse des salaires alors que le pays est en quasi-faillite. Le pays a été déclaré en défaut de paiement partiel par les agences de notation après une échéance à New York de sa dette de 530 millions de dollars. L'Argentine compte 11 millions de salariés, dont 40% sont syndiqués. L'Islande a interdit une nouvelle fois le trafic aérien au-dessus du volcan Bardarbunga qui entraîne une éruption sans toutefois projeter de cendres.
Le Bardabunga, en éruption depuis le 16 août, est un immense volcan situé sur le plus grand glacier du pays à 2000 mètres d'altitude. Il est considéré comme dangereux pour menacer une fois en éruption le trafic aérien. Les scientifiques estiment que la fissure volcanique mesure environ 1 km de long. Dans l'actualité des sports, la Confédération africaine de football autorise la Fédération sénégalaise de football à organiser le match des Lions du 5 septembre prochain au stade Léopold Sédar Senghor. Une décision prise par la mission d'inspection de la CAF après un dernier passage au stade hier soir. C'est un reportage de Ibrahim Mboup. Un éclairage changé de fond en comble. Une nouvelle pelouse en gazon naturel arrosée en permanence. Des tribunes remises en bon état au même titre que la toiture. La mission d'inspection de la CAF effectue sa dernière visite pour s'assurer que tout est au point. Au bout du compte, aucun membre de la délégation n'a voulu confirmer l'homologation du stade. C'est pas moi qui va décider ça. Qu'est-ce Il faut demander au chef de délégation, monsieur le président Diakité. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez vu? Non, moi je ne peux pas parler. Après le stade, nous sommes allés retrouver le chef de la mission d'inspection de la CAF à l'hôtel. Le Malien Amadou Diakité, membre du comité exécutif de l'instance continentale. C'est la seule personne habilitée à officialiser la décision de la CAF. S'il plaît à Dieu, il n'y a pas de réserve de la CAF quant à la tenue de ce match. Nous étions là pour deux missions. D'abord inspecter le stade Léopold Sédar Senghor pour voir si les recommandations que nous avions faites à la suite de la suspension du stade avaient été prises en compte dans les travaux. Nous nous sommes rendus compte que à 95% les recommandations ont été suivies. Donc nous avons autorisé la Fédération sénégalaise à organiser le match du 5 septembre au stade Léopold Sédar Senghor. Une bonne nouvelle, les Lions joueront à Dakar ce 5 septembre, 23 mois après la suspension du stade Léopold Sédar Senghor. Vainqueur de la 10e Ligue des Champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur de l'UEFA pour l'année 2014. Le joueur du Real, auteur de 17 buts la saison dernière, a reçu hier son trophée en Suisse. Cristiano Ronaldo a été élu joueur UEFA de la saison 2013-2014 après le vote de 54 journalistes européens en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions jeudi à Monaco. Ce prix a été créé à l'initiative de Michel Platini, président de l'UEFA en 2010. Les deux autres finalistes étaient Manuel Neuer et Arjen Robben. Le Portugais du Real de Madrid succède ainsi à Lionel Messi, à Andrés Iniesta et au Français Franck Ribéry. De la musique pour terminer à J-1, le Super Diamono en pleine répétition pour le grand retour de Omar Pène. Le Grand Théâtre National vit déjà au rythme de la fête avec donc de grosses pointures de la musique sénégalaise qui seront de la partie. Voici le reportage de Maïmounassi. Dernier réglage avant le démarrage de la répétition, il est 21h passées et les artistes arrivent un à un. Le temps de terminer le câblage, on discute de musique, on se rappelle des bons moments de gloire du Super Diamono, des retrouvailles entre une bande de copains et surtout une occasion de marquer le retour. Bon, on a une section de cuivre, quelque chose qu'on nous a tant demandé parce que bon, le Super Diamono était dans un groupe avec des cuivres. Ce qu'on nous repose tout le temps de ne plus en avoir. Donc pour cette fois-ci, pour marquer cet événement-là, on a jugé utile de revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire d'amener une section de cuivre avec des musiciens talentueux. Je suis là en chair et en os et puis voilà. Et je suis content aussi bien de retrouver mon public, de retrouver mon métier, celui que j'aime faire, c'est-à-dire jouer la musique, chanter, encore une fois. Et puis voilà, j'ai l'occasion aujourd'hui de le faire avec mes amis, mes jeunes frères, justement avec ma famille musicale. Ce comeback d'Omar Pène avec des artistes et des musiciens invités du Sénégal et d'Europe permet aussi un échange intergénérationnel, le tout dans la bonne humeur. On s'entend tellement bien et ça c'est bien déjà pour un orchestre.
Bon, il y a un esprit de groupe parce qu'on vient accompagner Omar Pène. Donc tout le monde pense que on doit mettre en valeur sa manière de chanter, sa prestance et tout ça. Omar Pène a cette ouverture qui est, je pense, très très rare pour un musicien. Avec cette crème de musiciens, jeunes comme vieux, on peut s'attendre à un spectacle hors pair, mais déjà, l'avant-goût donne ceci. Avec une mise en scène assurée par le professeur Massamba Gueye, des invités de marque comme Viviane Chidid, Baba Amdi ou encore Youssou Ndour, le roi du Mbalax, la fête s'annonce belle. Aussi dans les coulisses du Grand Théâtre National. Mesdames, Messieurs, on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes qui m'ont aidé à vous le présenter. Demain, un autre rendez-vous avec le même plaisir.